Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours E1 qui traite des populations et de leur démographie. En introduction, nous pouvons ici faire un petit rappel du cours B3 sur les niveaux d'organisation du vivant. Dans ce cours, on se place au niveau de la population. La population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce qui vivent dans un même milieu et qui sont susceptibles de se reproduire. Par exemple, sur ce schéma-là, nous avons donc des organismes, ici des plants de lupins avec les fleurs bleues, l'ensemble de ces lupins que l'on trouve à cet endroit formant une population, population de lupins. Et ensuite, quand je vais dans les niveaux d'organisation supérieurs, je peux définir la communauté. Alors une communauté, c'est quoi? C'est un ensemble de populations qui vivent dans un même milieu. Par exemple, la communauté des producteurs primaires, c'est l'ensemble des populations de lupins, plus des populations de trèfles, plus des populations de coquelicots, etc. Je peux définir la communauté des herbivores, je peux définir la communauté des carnivores, ça c'est moi qui donc définis la communauté selon ce qui m'intéresse. Niveau supérieur, nous avons l'écosystème. L'écosystème, c'est l'ensemble qui est formé par l'ensemble des organismes vivants, qu'on appelle la biocénose, qui regroupe donc toutes les communautés de l'écosystème. Et dans l'écosystème, il y a aussi le milieu environnant, qu'on appelle le biotope. Biocénose plus biotope formant l'écosystème. L'ensemble des écosystèmes formant ce qu'on appelle la biosphère. Alors ce petit schéma ici permet donc de ne pas confondre les différents termes. Donc si je prends un écosystème très simplifié ici, que je vais appeler la prairie, dans cette prairie il y a donc plusieurs individus, plusieurs êtres vivants représentés ici, de plusieurs espèces, par exemple ici ce sont des vaches, ici ce sont des trèfles, ici ce sont des abeilles, j'ai simplifié mon écosystème. Donc là j'ai des populations, ces populations, toutes les populations de l'écosystème formant la biocénose, et le biotope plus la biocénose formant l'écosystème. Ensuite, les communautés, c'est moi qui les définis comme j'ai envie. Par exemple, je peux définir ici la communauté des phytophages qui regroupe les populations 1 et les populations 3. Alors, le constat que l'on fait dans cette introduction, c'est que l'effectif des populations, que l'on va noter n de t, parce qu'il va varier en fonction du temps, justement évolue au cours du temps. Par exemple, quand je regarde une population d'algues dans un lac, je vois que ça fluctue selon le temps. Ou quand je regarde une population de cerfs sur une île, je vois aussi que la population, qui est ici le n, fluctue autour du temps. L'objectif de ce cours, c'est d'étudier la démographie des populations. Ça veut dire c'est d'étudier l'effectif n et les variations de cet effectif n, qu'on va appeler donc dn sur dt. Notamment, ce qui va nous intéresser, c'est de voir quels sont les paramètres qu'on appelle les paramètres démographiques qui influencent n, qui influencent dn sur dt. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est de pouvoir modéliser mathématiquement l'évolution de ce n au cours du temps. Avant de commencer, on peut dire un petit mot sur la méthodologie. Comment les chercheurs font-ils pour mesurer l'effectif n d'une population? Alors il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de faire un comptage direct par avion ou par jumelle par exemple. Donc ça c'est effectivement le plus simple, sachant que des fois la notion d'individu elle est difficile à cerner. Par exemple dans le cas de végétaux qui se reproduisent par reproduction asexuée, dans cet exemple ici, finalement lui c'est l'individu qui a donné celui-là et celui-là par reproduction asexuée, ils sont encore liés par exemple par des stolons. Donc est-ce que ça c'est le même individu ou est-ce que c'est trois individus? On peut le discuter. Par exemple, quand on a des fraisiers au jardin, c'est exactement ce qui se passe. Le comptage direct est une première méthode. Une autre méthode, c'est une méthode par estimation, par échantillonnage. Alors comment on fait pour estimer? Il y a plein de possibilités. Par exemple, nous en TP, ce qu'on va faire quand on fera l'île Saint-Aubin, c'est qu'on va faire une estimation donc d'une biodiversité, pas en échantillonnant tout la prairie, mais en échantillonnant dans certaines zones de la prairie. Des surfaces qu'on va appeler des quadras, c'est ce qui est représenté ici, et on fait nos mesures là-dessus. On peut faire des comptages. Et ensuite, avec des statistiques, voire le futur TP, on pourra estimer l'effectif N de l'ensemble de ce territoire ici. L'année prochaine, quand vous étudierez le sol, vous ferez aussi des estimations d'individus dans le sol, que vous récupérez par ce dispositif de Berlez, et ensuite vous pourrez donc faire des comptages, et grâce aux statistiques, estimer des effectifs. Une autre technique qui est très utilisée en écologie, c'est la méthode d'estimation par capture, marquage et recapture. Alors voyons voir sur cet exemple ici quelle est l'idée de la méthode. Imaginons que là j'ai une population dont l'effectif est ce que je cherche. Imaginons que cet effectif ce soit 180 individus. Je vais en capturer certains, par exemple je vais en capturer 30 ici, et je vais les marquer en rouge. Bon, en fait, concrètement, je les marque avec une puce, par exemple, ou avec un petit marquage coloré. Et ensuite, ces individus, je vais les remettre dans la population et ensuite il se mélange avec l'ensemble. Là, j'ai donc, dans mon exemple, 30 individus sur 180, ça veut dire j'ai un individu sur 6 qui est marqué. Et ensuite, on va recapturer des individus. Alors 1 sur 6, c'est ça. Là, c'est 30 sur 180. Je vais en recapturer des individus
par exemple 60, et je vais compter combien j'en ai qui sont marqués. Je m'attends à trouver en moyenne, si je raisonne d'une façon intuitive, un individu sur 6 qui est marqué. Donc si j'en prends 60, je m'attends à en trouver 10. 10 sur 60. C'est la probabilité de trouver un individu marqué. J'en avais 1 sur 6 qui était marqué, ou j'en avais 30 sur 180. Donc là, j'ai fait de l'intuitif. J'ai fait, si on ne veut pas faire de maths. Ceux qui sont intéressés par les maths peuvent aller voir le petit film de la playlist qui vous montre que en fait, on raisonne sur une loi qui s'appelle la loi hypergéométrique. Mais sinon, on n'en a pas besoin. On peut constater intuitivement que cette formule, elle est assez logique. On avait fait un petit exercice, nous, dans le cours, pour estimer une population de dauphins. Quand on fait ceci, il faut comprendre qu'on peut raisonner mathématiquement, mais il y a des limites. Et ça, c'est pas le matheux qui va le dire, c'est le biologiste. Il y a plein de limites possibles, il faut en avoir conscience. Par exemple, dans notre exemple de population de dauphins, s'il y a des nouveaux dauphins qui arrivent ou des dauphins qui partent de la population, notre raisonnement ne tient plus trop. Et si tous ceux que j'ai marqués, que j'avais pris à un endroit donné, par exemple, ils restent ensemble, ils ne se mélangent pas bien, là encore une fois, je ne peux pas trop raisonner. Donc il y a toujours des limites, et ça c'est le biologiste qui, connaissant les individus, peut justement raisonner par-dessus, d'où l'intérêt. Alors commençons, allons-y, on va avoir 3 parties. La première partie, c'est d'étudier en fait les paramètres démographiques qui influencent l'effectif N d'une population. Une fois qu'on les a, on va pouvoir essayer de modéliser mathématiquement cet effectif N. Et dans une troisième partie, on verra autre chose, c'est un petit peu à part. Ça s'appelle les stratégies d'allocation, les stratégies R et K. Là, c'est un petit peu plus une partie écologique qui fera la transition avec le cours E2 justement. Commençons donc par cette première partie. L'effectif N d'une population au cours du temps est contrôlé par des paramètres démographiques. Alors effectivement, c'est assez simple. L'effectif d'une population, par exemple de cette population d'oiseaux, elle peut être contrôlée par 4 paramètres démographiques. La natalité, la mortalité, l'immigration et l'émigration. Je prends un exemple. Prenons cette population au temps T0 qui a 200 individus. Imaginons que pendant un laps de temps que je vais appeler d'été, donc là il se passe du temps, par exemple, je ne sais pas, une année par exemple, on a 60 naissances, B c'est birth, c'est la naissance, on a 30 morts, on a 40 qui arrivent ici, et on a 10 qui partent. Et bien maintenant, je fais mon comptage, j'en avais 200, plus 60, moins 30, plus 40, moins 10, j'obtiens donc 260 individus à la fin. Là, je viens de raisonner sur un exemple. Donc l'idée, c'est que l'EDN sur DT c'est 60, j'ai plus 60 individus, et bien c'est 60 moins 30 plus 40 moins 10, c'est ce qui est ici. C'est très logique. Je peux aussi, si je veux, et d'ailleurs je vais tout le temps le faire, raisonner non pas sur les 60 naissances ou les 30 morts, mais raisonner par des naissances par individu. Là, j'ai eu 60 naissances pour 200 individus. Donc je vais appeler petit b 60 sur 200, ça veut dire que j'ai 0,3 naissances par individu en fait. Je peux faire pareil sur D, I et E, donc je les mets en minuscules et j'obtiens donc des taux en fait, ça s'appelle des taux par individu. Et je peux raisonner de la même façon. Par exemple, quel est le DN sur DT ici? Donc je vais trouver plus 60, c'est quoi? C'est 0,3, le taux de naissance ici, fois 200 individus, moins 0,15 fois 200 individus, etc. Donc je peux faire cette formule-là qui est exactement la même. J'ai multiplié ici par 200 individus. Et donc, B moins D plus I moins E, je peux appeler ça R, qui est le taux d'accroissement. Et donc, finalement, la variation d'effectif dN sur dt, qui est ici plus 60, il est là, c'est finalement R fois N. R étant donc les taux de natalité moins le taux de mortalité plus le taux d'émigration moins le taux d'émigration. Petite remarque, quand on étudie les migrations donc, concerne donc des individus qui changent de population, qui sortent de la population 1 et qui vont dans la population 2 par exemple. Alors dans ce cas, il y a un mot de vocabulaire qu'on doit connaître, c'est le mot de métapopulation. Une métapopulation, c'est un ensemble de populations qui sont reliées par des migrations. Là, les 3 populations sont reliées par des migrations, ça c'est une grosse métapopulation, on dit. Nous avons donc fait les 4 paramètres démographiques qui contrôlent l'effectif d'une population, natalité, mortalité, immigration et migration. Passons maintenant à notre deuxième sous-partie, à savoir les différents facteurs qui influencent ces différents paramètres. D'après le programme, on doit ignorer immigration et immigration. Donc on va juste faire les facteurs qui influencent la natalité et la mortalité, qui va donc se répercuter sur le taux d'accroissement petit r. Vous avez vu des facteurs, il y en a 4 types. Commençons par le premier.
Les premiers facteurs qui influencent les taux de natalité et de mortalité sont les facteurs qu'on dit intrinsèques à la population. Alors voyons voir ceci déjà concernant la natalité. Alors dans la natalité, il y a plusieurs facteurs intrinsèques à la population qui sont importants. Le premier, ça, c'est la structure des âges de la population. Effectivement, selon leur âge, les organismes vont se reproduire plus ou moins. Alors pour étudier ceci, on peut faire ce qu'on appelle des études de cohorte, qui vont donner accès aux paramètres démographiques d'une population selon ses tranches d'âge. Dans une étude de cohorte, les chercheurs vont suivre de la naissance jusqu'à leur mort un groupe d'individus de même âge. C'est ça ce qu'on appelle la cohorte en fait. Et ils vont étudier la mortalité et les descendants qui sont produits par les femelles pour chaque groupe d'âge. Alors dans mon exemple qui est ici, je prends une population de sous-slick de 653 individus qui viennent de naître et je suis au cours du temps, en fait, donc ces individus, donc éventuellement leur mortalité. Là on voit par exemple que dans la première année, il en reste plus que 252, d'où un taux de mortalité de 0,61%. Et je peux suivre aussi, parce que moi là ce qui m'intéresse c'est la natalité, le nombre d'enfants qui sont faits par femelle. Je vois que là il n'y en a pas aucun, mais qu'au bout de la première année, je commence à avoir des enfants qui sont faits, et selon l'âge des sous-slicks en question, plus ou moins d'enfants. Je vois donc un effet âge sur le taux de natalité. Je vois que par exemple, entre les sous-slicks qui ont 3 ans et les sous-slicks qui ont 6 ans, eh ben, j'ai beaucoup d'enfants, alors qu'avant et après, j'en ai un petit peu moins. Donc ça me permet d'avoir l'effet H sur le taux de natalité. D'autres facteurs importants influencent la natalité, par exemple la fréquence de reproduction. Effectivement, je peux prendre comme exemple le chêne qui se reproduit tous les ans quand il est adulte, alors que le saumon, par exemple, ne se reproduit qu'une seule fois dans sa vie. Il y a un autre facteur qui est important, c'est aussi le nombre de rejetons par épisode reproductif. Par exemple, le rhinocéros ne fait qu'un bébé à la fois, alors que la tortue fait des centaines d'œufs à la fois, ou même le chêne plusieurs milliers de glands en une saison. Tout ça va influencer donc la natalité, et tout ça donc dépend, c'est un facteur intrinsèque des populations concernées. Concernant la mortalité maintenant, un facteur qui peut être important, c'est aussi, comme pour la natalité, la structure des âges de la population. En effet, la mortalité, elle peut dépendre de l'âge. On voit ça chez l'homme, par exemple, où la mortalité, elle est assez faible au début, puis ensuite elle augmente avec l'âge à partir de 50 ans. Alors cet effet âge peut varier selon les populations. Par exemple, si je prends ma population de sous-slick ici, je peux calculer le taux de mortalité pour les différentes tranches d'âge. Donc là, il y avait du vide, il fallait le compléter. Là, par exemple, j'ai 9 individus et après, il m'en reste plus que 5. Ça veut dire que j'ai eu un taux de mortalité de 4 sur 9. Bref, de 44% à peu près. Donc je peux voir ça, et là ce que je vois, c'est pas du tout comme l'homme ici. Là je vois que la mortalité, elle est assez constante finalement, avec peut-être une forte mortalité au début, mais assez constante au cours du temps. Alors, là, pour l'instant, j'ai fait des études de cohorte, c'est très très simple de faire ça et de faire ce qu'on raconte sur la natalité et la mortalité. Il faut quand même savoir qu'il y a des limites pour les études de cohorte. Par exemple, regardons ici, là j'ai fait une étude de cohorte sur des pinsons de Darwin au cours du temps. Et donc j'ai regardé le taux de survie. C'est l'opposé du taux de mortalité. Et donc je vois que là il y a une mortalité qui est assez constante et que là il y a une mortalité très forte. Mortalité assez constante, ici mortalité très forte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire soit, c'est ce que je disais avant, c'est que les individus quand ils ont 5 ans à 6 ans, ils ont beaucoup de mortalité, et quand ils ont 11 ans, ils ont beaucoup de mortalité, soit c'est carrément autre chose. Et là, en l'occurrence, c'est carrément autre chose. Là, c'est l'effet du milieu. Effectivement, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un épisode de sécheresse, ou un épisode viral qui a fait fortement chuter le taux de survie des pinsons en question. Donc en fait, il faut faire attention quand on fait ça, c'est qu'il y a un effet environnement et donc un effet sécheresse ou gel ou autre chose qui peut faire un pic de mortalité à un moment donné. Donc en fait, dans l'idéal, on fait des études de cohorte mais qui se chevauchent, ce qui permet de nous affranchir de ces effets du biotope. Je peux, pour matérialiser sous forme de graphique l'impact de la structure des âges de la population sur la mortalité, faire ce qu'on appelle les courbes de survie. Alors quand je fais mes courbes de survie, je peux donc faire au cours du temps donc le nombre de survivants et je peux aussi me mettre en échelle logarithmique. Alors pourquoi on fait ça? C'est très simple, ça c'est en lien avec ce qu'on avait vu dans le cours G3 sur la désintégration radioactive. Dans le cas de la désintégration radioactive, on avait dit que par exemple dans un système clos, si j'ai 100 molécules de carbone 14 par exemple, et que j'invente ici donc 20% dans un laps de temps qui est entre ici et ici de désintégration, j'en aurai plus que 80. Puis pendant le même laps de temps, j'ai encore 20% de 80 qui vont se désintégrer, j'en aurai plus que 64, etc., etc. Et quand je mesure donc 100, 80, puis 64 au cours du temps
T1, T2, T3, j'ai une courbe de désintégration radioactive qui est celle-ci. Ça, c'est le cours G3. Et ça, quand je le mets sous forme de ln, j'ai ln de n égale ln de n0 exponentielle de moins lambda t, ln de AB c'est ln de A plus B, donc bref, je peux linéariser en fait, hein, et je peux obtenir donc que ln de n, c'est ln de n0 moins ln de exponentielle, donc ça s'annule, c'est moins lambda t. Donc j'ai une courbe qui, quand je place ln de n ici, y quoi, et ben c'est une constante moins lambda t. Bref, c'est une équation de droite. Donc quand je me place sous forme de ln, pour une désintégration radioactive, j'obtiens une droite. Ça, c'était le cours G3. Là, je peux faire pareil. Je peux donc dessiner ln en fonction du temps. Et donc là, c'est une échelle logarithmique, donc c'est bien une fonction ln ici de l'effectif. Quand le taux de mortalité, il est constant, comme ici, comme pour la désintégration radioactive, eh ben, j'aurai une droite. Là, c'est le cas. Alors, la droite, là, elle n'est pas trop droite ici parce que là, j'ai un 0,6 qui est fort. Là, j'ai un 0,7 et 1 qui est fort, du coup, ça me fait une pente assez forte. Mais entre, c'est à peu près 0,4 le taux de mortalité, donc j'ai une droite. Donc, il y a certains êtres vivants où effectivement, la courbe de survie, sous cette forme ln en fonction du temps, c'est une droite. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas un effet âge sur le taux de mortalité. Des fois, ce n'est pas le cas. Par exemple, dans le cas de l'homme, on l'a dit tout à l'heure, la mortalité, elle est faible au début, puis au bout de 50 ans, la mortalité, elle augmente de plus en plus. La courbe, elle est comme la courbe rouge ici. Et il y a d'autres cas où la mortalité est très très forte au début, par exemple le cas de la tortue, le cas des coccinelles, le cas de l'huître par exemple ici, donc très très grande mortalité infantile. Et ensuite, quand l'individu survivant, il a pu donc passer à l'âge adulte, bah là, il a une très faible mortalité par rapport à au début. Donc on a des courbes qui varient en fait selon les êtres vivants. Passons maintenant à d'autres facteurs qui influencent les taux de natalité et de mortalité, à savoir les facteurs du biotope. Alors ceci est tout à fait évident. Donc la nature du substrat, les facteurs climatiques, la température, la luminosité, etc., ça influence les taux de natalité et de mortalité. Notamment pour les végétaux autotrophes, les ressources alimentaires du biotope, la lumière, le CO2, l'eau, les ions, contrôlent la natalité et la mortalité. Il y a d'autres choses, hein. Il y a le pH qui peut impacter, il y a la température qui peut impacter. Dans mon exemple ici, j'ai l'exemple donc des scolites qui attaquent le bois et qui le font ensuite pourrir. Là, on est dans une forêt du Jura. Ces scolites se développent plus quand la température augmente. Là, on a un exemple d'impact négatif du réchauffement climatique, avec donc plus de scolites et donc plus de mortalité pour le végétal que j'étudie ici, qui est un végétal de la forêt. Des événements ponctuels peuvent aussi influencer la natalité et la mortalité. Le gel, par exemple, la sécheresse, on l'avait vu tout à l'heure avec les pinsons de Darwin, ou la canicule, pourquoi pas, hein. Ça, on le voit très bien, par exemple, quand on a des framboisiers chez nous ou des abricotiers et que le gel, effectivement, quand il a lieu au mauvais endroit, peut finalement empêcher la production de fleurs et donc de fruits et donc baisser fortement la fécondité des abricotiers et donc d'avoir peu d'abricots. Donc ces facteurs du biotope, d'ailleurs, au passage, influencent aussi beaucoup les migrations. On a l'exemple du réchauffement climatique qui entraîne des migrations des populations humaines vers les pôles, par exemple. Après les facteurs intrinsèques, après les facteurs du biotope, on a les autres espèces qui peuvent influencer les taux de natalité et de mortalité. Alors effectivement, les autres espèces peuvent être en relation interspécifique avec l'espèce que l'on étudie. Et là, on a plein d'interactions. On en a qui peuvent donc influencer négativement en fait l'effectif de la population que j'étudie, quand on a une compétition par exemple. Par contre, quand on a de la prédation des phytophages ou du parasitisme, effectivement là, ça peut aussi influencer négativement. Par exemple, si je fais une population de gazelles, la présence de lions va influencer négativement la survie des gazelles, donc ça va impacter la mortalité par exemple. Si je raisonne à l'envers, par exemple sur la phytophagie, la présence de rosiers va influencer positivement la population de pucerons, puisque les pucerons se nourrissent de la sève de rosier. Et on a aussi des relations, par exemple, plus, comme le mutualisme ici, où là, l'espèce autre va influencer positivement la croissance de l'espèce que j'étudie. Par exemple, les abeilles vont influencer positivement, quand il y en a, la natalité des plantes à nectar, puisque les abeilles vont permettre la pollinisation. Donc toutes ces relations interspécifiques, je n'en parle pas trop ici, on les a déjà vues et on le reverra quand on fera les cours sur les écosystèmes, montrent que les espèces présentes dans l'environnement de l'espèce que moi j'étudie, de la population que j'étudie, peuvent avoir des effets négatifs ou des effets positifs.
Dernier facteur à aborder ici concernant l'influence sur les taux de natalité et de mortalité, c'est le facteur densité de la population. Alors l'idée générale, c'est que quand la densité augmente, à partir d'un certain seuil, ceci va entraîner une hausse de la mortalité et ou une baisse de la natalité dans la population. Là, on le voit sur cet exemple. Là, on a une population de drosophiles. La densité de cette population augmente et on regarde l'impact sur la natalité. On voit que la natalité diminue quand la densité augmente et on voit l'impact sur la survie. Donc là, la survie, elle est assez constante et à partir d'un certain seuil, on voit que la survie diminue. Bref, la mortalité augmente. Donc finalement, c'est une idée importante ça, c'est que la densité de la population, elle va exercer un rétrocontrôle négatif sur sa propre croissance. Alors c'est quoi l'explication? L'explication, c'est que les populations ne peuvent pas croître indéfiniment. Effectivement, il y a existence de mécanismes de régulation dépendant de la densité qui vont tendre à diminuer le R de notre équation quand n augmente. Alors comment on peut expliquer ceci? Il y a plusieurs explications. La première explication, la plus simple, c'est qu'effectivement quand n augmente, la compétition intraspécifique va augmenter. On le voit ici. Par exemple, dans un champ, plus le nombre de plantes par unité de surface est grand, et ben moins ces plants vont pouvoir faire de fleurs. Parce qu'en fait, ils sont en compétition pour l'accès à la lumière, pour l'accès aux ressources dans le sol, et plus il y en a, moins il y a à manger pour les autres en fait. Ça c'est classique, on le voit quand on fait un potager, quand on sème des carottes par exemple, et ben on va enlever certaines carottes, on va éclaircir pour justement empêcher cette compétition et pour que les carottes qui y restent puissent bien croître et puissent bien ensuite se développer et pourquoi pas faire des fleurs, même si les carottes on les prélève avant qu'elles fassent des fleurs. On le voit aussi ici dans cet exemple sur des sternes au niveau de la côte est américaine. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que là, il y a eu sur cette île arrivée d'oiseaux, ici. Le nombre d'oiseaux a augmenté, 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 augmenté. Et au bout d'un moment, il a arrêté d'augmenter parce qu'en fait, il y avait une compétition, effectivement. Alors c'est pas qu'il y avait assez à manger pour tout le monde ici, c'est qu'il n'y avait pas assez de sites de nidification pour tout le monde. Et du coup, la population a stagné. Elle a arrêté, il y a eu un effet de la densité, un rétrocontrôle négatif sur la croissance de cette population. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les sternes ici, étant à saturation, ensuite sont partis, donc il y a eu une influence sur la migration, et sont allés coloniser une autre île qui est ici. Et là on voit ils arrivent, et la population augmente, 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 et au bout d'un moment, effectivement, il y a une saturation, effet densité dépendante, et les sternes, donc ont arrêté de croître, la population, et il y en a même certains qui sont arrivés et qui se sont mis ici. Et là, on voit que la population augmente. Donc, la compétition intraspécifique explique tout à fait ce mécanisme du contrôle de la densité de la population négatif sur la natalité et sur la mortalité. Il y a d'autres explications. Par exemple, quand on fait des cultures de levure, dans un petit bécher par exemple, la croissance des levures va être forte et au bout d'un moment elle va stagner. Alors pourquoi elle va stagner? Même si on lui donne du glucose, je veux dire. Donc c'est pas une histoire de il n'y a pas assez à manger, c'est qu'une histoire qu'en croissant, elles vont libérer des déchets toxiques, par exemple de l'éthanol, et cet éthanol étant toxique va justement inhiber la croissance. Donc une deuxième explication, c'est l'accumulation de déchets toxiques. Une troisième explication, que l'on a pu voir par exemple quand on a fait la mortalité due au Covid, c'est que quand il y a beaucoup d'individus, quand n est grand, il y a une grande promiscuité, et ça va favoriser l'efficacité des pathogènes ou des parasites, ou ça peut même, s'il y a beaucoup de proies, favoriser finalement l'efficacité des prédateurs, et donc ça va avoir un effet négatif sur la mortalité, qui va augmenter du coup dans cette population-là. Autre explication, c'est que quand les individus, donc il y en a de plus en plus, ils sont proches les uns des autres, et ça peut entraîner des interactions négatives entre individus. C'est le cas pour les espèces territoriales comme le guépard. Plus il y en a, plus les guépards finalement vont se battre pour leur territoire, ce qui va augmenter leur mortalité. Chez les souris ou d'autres rongeurs, c'est le même principe. Alors ça peut ne pas être des interactions avec des combats. Peut-être qu'on ne les voit pas, ils ne se combattent pas, mais par contre, la promiscuité peut entraîner, par exemple, une augmentation de certaines hormones qui vont entraîner une baisse de la natalité et une hausse du stress et donc de la mortalité. Nous venons donc de voir que la densité de la population exerce un rétrocontrôle négatif sur sa propre croissance. C'est ce qu'on voit ici dans cet exemple, autre exemple, où on a mis des verres de farine donc dans de la farine et on en a mis plus ou moins et on a observé ici l'impact sur la natalité. On aurait pu faire sur la mortalité. On voit que plus il y a de verres, plus effectivement la natalité est faible. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Alors ce qui est intéressant aussi ici, c'est que parfois dans certaines populations, on voit l'opposé quand les effectifs sont petits. Ça veut dire qu'on voit un effet densité-dépendance positive. Ici on le voit. Plus il y a d'individus,
plus la natalité est forte. Alors comment on peut expliquer cet effet? C'est l'effet Ali, ça s'appelle, l'effet densité-dépendance positive. Ça s'explique assez bien, aussi bien chez les végétaux et les animaux, notamment par le fait que quand il y a très peu d'individus, les individus ont du mal à trouver un partenaire sexuel ou à faire une pollinisation pour les végétaux, hein, s'il y a très peu d'individus, et du coup effectivement il y a moins de reproduction, et quand il y a plus d'individus, c'est facile, les partenaires sexuels se retrouvent facilement, la pollinisation peut bien se faire sur des stigmates compatibles, et du coup ça augmente la natalité. Donc ça, c'est l'effet densité positive par rapport à l'effet densité négative qu'on avait vu précédemment. Alors si on fait notre bilan de ce grand 1, on a donc vu que l'effectif d'une population grand N était fonction de la mortalité, de la natalité, de l'immigration et de l'émigration, et que ces différents facteurs dépendaient de plusieurs facteurs qui sont listés ici. Nous, on a fait surtout sur la mortalité et la natalité comme demandé par le programme. Il y avait les facteurs intrinsèques à la population, la structure des âges, la fréquence de reproduction, le nombre de petits par reproduction, les facteurs du biotope, qui influencent ceci, la présence d'autres êtres vivants, ça peut être positif ou négatif, et l'effet densité de la population, qui est plutôt négatif quand n est grand sur la natalité et qui entraîne une hausse de la mortalité. Maintenant que l'on a fini ce grand 1 et qu'on a donc vu quels sont les paramètres démographiques qui contrôlent l'effectif d'une population grand N, on peut utiliser toutes ces connaissances pour essayer de modéliser l'effectif grand N d'une population au cours du temps mathématiquement. Alors, comme toujours, quand on modélise, c'est comme quand on était en géologie, il y a plein de facteurs à mettre en considération. On ne commence pas par tout mettre à la fois, sinon on ne comprend rien. Donc on va modéliser petit à petit, par des étapes en fait. On va commencer doucement et en fait on va complexifier peu à peu. Alors il faut savoir que dans toutes ces modélisations déjà, on va ignorer les migrations et on va ignorer la variabilité due aux classes d'âge. Alors commençons par le premier modèle qui s'appelle le modèle exponentiel. Dans ce modèle exponentiel qui est le plus simple, on va ignorer deux choses. Premièrement, on va déjà ignorer les interactions négatives avec les autres espèces, ce qu'on avait vu dans le paragraphe B3 précédemment, et on va aussi considérer que les ressources sont illimitées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite imposée par la densité de population, il n'y a pas l'effet densité-dépendance négative qu'on a vu dans le paragraphe B4 précédemment. Bon bref, dans ce modèle exponentiel, on considère un environnement idéal aux ressources illimitées. Et donc, on considère que R est constant, quel que soit le n en fait. R étant constant, on va l'appeler R0. Alors je vais prendre un exemple ici, pour ensuite pouvoir faire ce modèle exponentiel. Imaginons qu'ici j'ai 100 individus, que j'ai, quel que soit, peu importe s'il y en a 100, 200, 500, ça ne change rien, j'ai un taux de natalité et un taux de mortalité qui est constant, de 0,04 par individu, de 0,01 par individu. J'ai qu'à naissance, j'ai une mort, donc au bout d'un moment, j'en ai 103 au lieu d'en avoir 100. Donc j'ai dn égale R0 fois n fois dt. R0 étant 0,04 moins 0,01. C'est dn égale Rn dt. Ça, c'est le modèle tout le temps. Ça marche tout le temps. Là, mon R, il est constant. Si j'avais eu 200, je peux faire pareil. Au lieu d'avoir qu'une naissance, j'aurais eu 8 naissances. J'aurais eu 2 morts au lieu de 1 mort. Je fais tout pareil. J'aurais un dn de 6. dn, c'est tout le temps R0 fois n fois dt. dt, c'est le temps qui s'écoule entre t et t plus dt. Donc là, j'ai fait donc ce qui se passe quand je considère le modèle exponentiel avec un R0 égale constant. Alors je vais résoudre ceci pour voir quelle courbe je vais obtenir. Pour résoudre, il suffit que je passe le n de l'autre côté, tout le n ici, tout les t ici, et ensuite je fais une intégration classique. Donc le modèle exponentiel, c'est ceci. Ça, c'est la variation de l'effectif au cours du temps. Ça, c'est mon effectif au cours du temps. Ça, c'est mon taux d'accroissement que je considère constant. C'est le principe du modèle exponentiel. Je résous comme indiqué précédemment. Voilà qui est fait. Et j'obtiens n égale n0 exponentielle de R0t, comme quand j'avais résolu la décroissance radioactive. Sauf que dans la décroissance radioactive, ici, j'avais moins lambda, alors qu'ici, j'ai R0. Alors quand R0 il est positif, ça veut dire que la mortalité est plus petite que la natalité. Je peux tracer cette courbe. Elle est comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe exponentielle dans le cas où R est plus grand que 0. Si R il est plus petit que 0, j'ai comme la décroissance radioactive du cours G3, donc j'ai une courbe comme ceci. C'est aussi la croissance exponentielle. Avec la même remarque que j'ai fait tout à l'heure, je vais la remettre ici, c'est que je peux linéariser ma courbe. En passant par ln, j'obtiens ceci. Et ceci, si ça je le mets en ordonnée et ça, le t, je le mets en abscisse, j'ai la fonction qui est celle d'une droite. Ça veut dire que ça et ça, c'est la même chose. Donc une croissance exponentielle, ça me donnera une droite quand je place ln de n en fonction de t.
Les croissances exponentielles, donc ce sont des courbes qu'on appelle en J, alors vont être différentes selon le R0. Ça, c'est logique. Plus le R0, qui est le R qui est une constante, va être grand, plus la courbe va finalement être décalée vers la gauche. C'est ce qu'on voit ici par rapport à cette courbe qui est là. Alors ça, c'est mon modèle mathématique, pas de problème, mais comme d'habitude, un modèle, c'est bien, mais pour savoir s'il est valable, il faut le comparer à la vraie vie. Est-ce qu'il est valable ce modèle? Est-ce qu'il reflète la réalité? Eh bien oui, effectivement, dans certains cas, il reflète très bien la réalité. Alors c'est quoi ces certains cas? C'est le cas notamment des populations nouvellement protégées. Par exemple, là, les éléphants, hein, donc c'est dans un parc d'Afrique du Sud ça. Les éléphants, il y en avait très très peu. Au bout d'un moment, ils ont été bien protégés et on les a laissés croître et vous avez vu, croissance tout à fait exponentielle. À partir d'ici, par contre, on a une surpopulation. Manque de nourriture, les éléphants ont été, il y a eu de la contraception, il y en a certains qui ont été déplacés dans d'autres parcs, ça arrête de marcher la croissance exponentielle. Mais jusqu'à là, ça marchait très bien. Donc ça marche bien dans les populations nouvellement protégées, dans les parcs africains par exemple, dans les populations introduites, dans les populations invasives qui n'ont pas de prédateurs, comme par exemple la population du frelon asiatique, ou même la population humaine, quand on la suit au cours du temps, elle est sous forme exponentielle effectivement. Donc ça marche bien. Alors attention, petite remarque, dans la vraie vie, le R que l'on a considéré jusqu'à présent comme constant, il peut brusquement changer. Il peut même devenir négatif suite à des épisodes de catastrophe de type sécheresse, arrivée d'un virus, arrivée d'un prédateur, etc. Puis ensuite redevenir positif. Dans ce cas, on a des courbes exponentielles typiques. Imaginons que là, donc j'ai un végétal par exemple, qui croît d'une façon exponentielle sa population, je veux dire. Imaginons un épisode de gel qui tue beaucoup de végétaux, donc la population va diminuer comme ceci, puis ensuite elle va repartir. Imaginons une attaque virale qui fait fortement augmenter la mortalité de cette population. Donc si je fais mon équation mathématique, mon R devient négatif, du coup elle diminue comme ceci, puis après il peut redevenir positif, etc. Donc dans la vraie vie, je peux avoir une succession de courbes exponentielles typiques comme indiqué ici. On a une application dans notre cours, l'exercice 2, hein, où on fait justement l'étude d'une croissance exponentielle sur une population de lapins, qui est un vrai exemple, hein, qui est la colonisation des lapins du continent australien. Nous venons de voir ici un premier modèle qui est le modèle exponentiel. Alors ce modèle exponentiel a un problème, c'est qu'effectivement, dans la réalité, la croissance n'est jamais infinie. Dans l'exemple des éléphants de tout à l'heure, la courbe elle va se casser par manque de nourriture en fait. Donc il y a nécessité d'un nouveau modèle qui prenne en compte justement la densité dépendance négative que l'on avait ignorée dans ce premier modèle. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler le modèle logistique. Dans ce deuxième modèle, on va donc introduire le fait que R diminue quand N augmente, jusqu'à même devenir nul quand ce qu'on appelle la capacité limite du milieu, qu'on va noter grand K, est atteinte. Dans ce modèle logistique, on ignore encore, comme dans le modèle exponentiel, les interactions négatives avec les autres espèces. Alors voyons voir tout de suite ce modèle logistique qui prend en compte l'effet régulateur de la densité. Le modèle logistique est bâti de la même façon que le modèle exponentiel. Nous avons bien dn sur dt égale r fois n de t. Par contre, contrairement au modèle exponentiel, le r en question n'est pas constant. Le r est fonction de n. Et on s'arrange pour faire un truc qui soit cohérent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand n il est très petit, c'est comme si on avait un modèle exponentiel. Et quand n est grand, jusqu'à atteindre une certaine valeur qu'on va appeler k, la croissance est stoppée. Donc en mettant cette équation-là, ça marche très bien. Effectivement, quand n il est très petit, ce terme-là est proche de 0. Donc j'ai R0 fois 1 fois n de t. C'est comme le modèle exponentiel. C'est marqué ici. Et plus n augmente, plus ce terme-là devient petit. Et même que quand n devient égal à k, ça sera la limite du milieu en fait, ce terme-là va faire 1. 1 moins 1, ça va faire 0. dn sur dt fera 0. Donc ça, c'est l'équation du modèle logistique. Et quand ça, je le traduis, quand je le résous mathématiquement, ce que je ne vais pas faire ici, mais ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir le film qui correspond, nous avons une courbe qui est comme ceci, qui n'est pas une courbe en J, mais qui est une courbe en S, avec un début qui ressemble à l'équation du modèle exponentiel. Par contre, au bout d'un moment, petite inflexion, l'inflexion se fait à K sur 2, on peut le prouver mathématiquement encore une fois, et la courbe ensuite tend ici à aller vers l'asymptote ici, qui correspond à n égale k. À ce moment-là, dn sur dt c'est la dérivée, hein. Donc là dn sur dt est petit, là dn sur dt est au maximum, et là dn sur dt devient égal à 0. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ça, c'est l'équation logistique. Si jamais je démarre au-dessus de k, je peux aussi le résoudre.
Et dans ce cas, j'ai ça. Et donc, je tends vers K quoi qu'il arrive. Donc, dans le modèle logistique, je tends vers K, qui est la capacité limite du milieu. Ça veut dire que désormais, dans ce modèle, on n'a pas un seul paramètre pour définir la croissance, mais on en a deux. On a le R0, le taux d'accroissement intrinsèque, et on a K, la capacité limite du milieu. K correspond à l'effectif maximal que peut soutenir le milieu. Là, on a la comparaison d'une croissance exponentielle avec un R0 de 1. Là, on a la comparaison d'une croissance logistique avec le R0 qui vaut 1 aussi. Au début, c'est la même chose, et plus j'avance, plus j'en m'en éloigne, et plus je tends vers ici K égale 1500 dans cet exemple-là. Alors, ce modèle est-il valable? Comme tout à l'heure, est-ce qu'il reflète la réalité? Effectivement, ce modèle reflète très bien la réalité, notamment pour les populations qu'on étudie en laboratoire, où le milieu est calibré, où il n'y a pas de prédation. Et ça marche aussi pour certaines populations naturelles. Là, on voit une population de paramécie étudiée en laboratoire. Là, une population naturelle d'otarie, pareil. Alors là, c'est pas en laboratoire, c'est naturel, mais on voit que effectivement la population suit le modèle de la croissance logistique. Et ce qui est intéressant, c'est que le cas dont on a parlé, il reflète très bien les ressources disponibles. Par exemple, en culture, quand je prends une population de paramécie, je mets pas trop de nourriture, l'équation va être, ce que je vais observer, ça va suivre cette équation-là, avec un cas qui est par exemple ici de 100 et quelques. Et quand je rajoute de la nourriture et que je refais l'expérience, j'ai une croissance logistique. Par contre, la population, elle stagne à un effectif bien plus grand, puisque le cas a été augmenté parce que j'ai rajouté de la nourriture. Donc ça, c'est parfait. Ça nous montre que le modèle logistique, on peut bien l'utiliser. Malgré tout, on peut observer pour certaines populations quelques limites. On voit que le modèle logistique théorique que l'on a présenté tout à l'heure ne s'applique pas bien, ou pas à 100%. Par exemple, dans cette population de Daphnie mesurée ici en noir, là c'est la croissance logistique que moi j'attends, et je vois que la population, elle peut par exemple ici dépasser la capacité limite du milieu avant ensuite de se retrouver à corps. Alors comment on peut expliquer ça? C'est assez simple, ça c'est une histoire d'inertie en fait. Les êtres vivants, par exemple ces daphnies-là, les femelles peuvent avoir des réserves, et même s'il n'y a pas assez de nourriture, elles peuvent utiliser leurs réserves pour continuer à faire des petits, et du coup l'effectif peut par exemple ici fortement dépasser l'effectif théorique limite qui est par exemple ici de 130. Dans la vraie vie, on peut aussi avoir des épisodes de sécheresse, de gel, etc. qui peuvent faire varier le R0. On peut avoir des épisodes où le milieu est détérioré, puis ensuite il est restauré. Donc K peut baisser, peut diminuer. Donc tout ça fait que finalement, concrètement, dans la vraie vie, on peut avoir donc des courbes logistiques avec des fluctuations, des dépassements, on vient de le voir à l'instant, une petite dégradation du milieu qui fait baisser le K, puis ensuite le milieu est restauré, un petit épisode de froid qui fait baisser le R0, et donc quand tout ça on le résout mathématiquement, on peut avoir donc des courbes qui fluctuent comme ceci par rapport à la courbe théorique de tout à l'heure. A noter que dans ce modèle logistique, on ne prend toujours pas en compte les interactions avec les autres êtres vivants, comme par exemple des prédateurs. Alors finalement, ce modèle logistique, c'est un bon modèle de base qui est simple et qui est utilisé notamment en recherche, notamment dans l'industrie agroalimentaire, pour modéliser les cultures et les élevages. Nous avons à ce stade présenté le modèle exponentiel qui considère un environnement idéal avec les ressources limitées. Nous avons présenté le modèle logistique qui présente le même modèle mais en prenant cette fois-ci en compte l'effet régulateur de la densité. Dans ces deux modèles, on ignorait les interactions avec les autres espèces. On va maintenant utiliser un troisième modèle qui s'appelle le modèle de Lotka et Volterra, qui va ici prendre en compte l'interaction avec d'autres espèces, notamment l'interaction entre les proies et les prédateurs. Quand on étudie un système proie-prédateur, comme par exemple ici le prédateur lynx qui chasse la proie lièvre d'Amérique, on constate que les effectifs suivent une évolution cyclique, aussi bien pour la proie que pour le prédateur. Les modèles d'avant ne peuvent pas du tout expliquer cette observation-là. Il y a donc nécessité de faire un nouveau modèle qui prenne en compte le lien proie et prédateur. Lotka et Volterra ont proposé une modélisation que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour ceci, on ne peut pas utiliser N puisqu'on a les proies et les prédateurs. Donc on va utiliser H et P, l'effectif des proies et l'effectif des prédateurs. Alors comment varie l'effectif des proies? L'effectif des proies, Lotka et Volterra ont considéré cette modélisation ici, qui est assez logique en fait. Donc s'il n'y a pas de prédateur, P égale 0, donc ça vaut 0. Donc dN sur dt, c'est R fois N. Ça, c'est le modèle de la croissance exponentielle. Donc ils ont considéré qu'en absence de prédateurs, la croissance est exponentielle. On peut faire une petite remarque négative, puisqu'on a dit que c'était plutôt la croissance logistique qui était intéressante, notamment quand n est grand. Mais là, en fait,
H ne sera jamais grand parce qu'il y aura des prédateurs justement dans mon modèle. Donc que je mette une croissance logistique ici ou une croissance exponentielle, comme H ne va jamais devenir très grand, c'est pas très gênant. Et surtout mathématiquement, c'est bien plus simple de résoudre ça que de mettre un truc qui va dépendre de H à l'intérieur de ça. Et je rajoute sur ma croissance exponentielle un terme qui matérialise la mortalité due au prédateur. Alors, on va faire l'hypothèse, c'est comme la loi d'action de masse en chimie. C'est que les prédateurs rencontrent les proies, plus il y a de proies, plus il y a de prédateurs, plus il y a une mortalité qui est due au prédateur. Donc on va mettre H fois P. Et on va mettre un petit A devant qui matérialise l'efficacité de la prédation. Plus les prédateurs sont efficaces, plus la mortalité sera grande. Donc ça, c'est le terme, c'est l'équation qui me matérialise donc la variation d'effectif des proies en fonction de l'effectif des proies et de l'effectif des prédateurs. R et A sont des constantes. Maintenant, allons voir l'effectif des prédateurs. L'effectif des prédateurs, on va considérer que s'il n'y a pas de proie, donc si H vaut 0, ce terme n'existe pas, les prédateurs, ils meurent. Donc ça, on a un terme qui reflète la mortalité des prédateurs. C'est comme si j'avais RP. C'est la croissance exponentielle, mais avec qu'une mortalité. Donc quelque chose ici qui est négatif, quoi. Le Q est positif. Donc ça, c'est un terme de la mortalité des prédateurs quand il n'y a pas de proie. Et par contre, quand il y a des proies, les prédateurs vont pouvoir les manger. Donc on rajoute un terme et on dit que plus il y a de proies, plus les prédateurs peuvent les manger. Donc c'est la loi d'action de masse. Et plus donc ce terme va être grand. Donc on a l'efficacité de la prédation et on a aussi un petit terme qu'on rajoute ici qui matérialise la conversion énergétique. Donc plus les proies qui sont mangées sont mangées efficacement, sont utilisées pour faire de la matière de prédateur, plus ce F sera grand. De toute façon, FA, on peut aussi dire que c'est une constante qu'on appelle B par exemple, ça marche aussi, quoi. Donc ça, c'est le modèle de Lotka et Volterra. On a deux équations, un peu difficiles à résoudre pour nous, mais on peut le faire. Et quand on résout, voyons voir tout de suite ce qu'on obtient et voyons voir surtout si ça reflète bien les fluctuations qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors effectivement, quand on résout le modèle, on va l'admettre ici, on observe que quand je matérialise donc P en fonction du temps, j'ai une évolution de la population des prédateurs qui suit, et là ça continue, une cyclicité qui est celle que j'ai pu observer tout à l'heure dans la réalité. Et c'est exactement pareil quand j'observe les proies. Les proies, elles fluctuent. Ça augmente, ça diminue, ça augmente, avec un petit décalage par rapport aux prédateurs. C'est assez logique biologiquement. Quand j'ai beaucoup de proies, les prédateurs, ils les mangent et du coup, ils augmentent. Les prédateurs, il y en a beaucoup, donc les proies, du coup, elles sont mangées, il y en a de moins en moins. Mais comme il y a de moins en moins de proies, les prédateurs, ils n'ont plus assez à manger. Du coup, avec un petit décalage, ils diminuent. Et donc, j'obtiens des fluctuations comme ça, qui sont assez logiques biologiquement finalement. Je peux, si je veux, au lieu de représenter sous forme d'une courbe en fonction du temps, faire une courbe comme ceci, une courbe paramétrique, où là j'obtiens l'effectif de la population des proies et l'effectif de la population des prédateurs. Par exemple, ici, les proies augmentent et les prédateurs augmentent. Donc là, j'ai ma population de proies qui augmente, donc je vais vers la droite, et j'ai ma population de prédateurs qui augmente, donc je vais vers le haut. Prédateur, c'est ici, c'est le Y. Et ensuite, quand je suis dans le violet, les proies, elles diminuent, et les prédateurs continuent d'augmenter. Donc là, j'ai une diminution des proies, donc je vais vers la gauche, comme ceci là, et je suis encore en train d'augmenter mes prédateurs, etc., etc. Donc ça et ça, c'est la même chose. C'est juste la représentation qui change. Donc là, j'ai une représentation où j'ai une fluctuation des proies en fonction des prédateurs. Ça, c'est ce que j'obtiens mathématiquement par le modèle de Lotka et Volterra. Alors, ce que j'ai obtenu, c'est ça. Là, j'ai pris ma représentation prédateur en fonction des proies. Je peux mathématiquement m'amuser à faire des petits changements. Par exemple, je peux, dans mon modèle, faire changer, les prédateurs. On n'a qu'à dire qu'il y en a quelques-uns qui meurent soudainement, et donc mon point, au lieu qu'il soit là, je le mets là. Et le modèle, il tourne, il va me faire ça. Je peux, au contraire, dire, tiens, quand je suis là dans mon modèle, je vais baisser un petit peu la population des proies. Donc je vais me placer ici. Et je vais faire tourner le modèle, il fait ça. Et ce qui est intéressant, juste mathématiquement, c'est que des fois, par exemple ici, quand je fais baisser par exemple ici fortement la population de prédateurs, le modèle va tourner, va me dire qu'il fait comme ça, et peut aboutir, on le voit ici, à la disparition des proies dans cet exemple-là. Et du coup, plus tard, à la disparition des prédateurs. Ça veut dire qu'en faisant tourner mon modèle mathématiquement, je peux, suite à des modifications d'effectifs de proies ou de prédateurs suite par exemple à un changement de biotope, je peux matérialiser des extinctions à terme, comme ce que je peux observer dans la réalité d'ailleurs. Finalement, ce modèle de Lotka et Volterra
permettent de bien expliquer les fluctuations que j'ai pu observer dans la vraie vie sur la population que j'avais pris en exemple du lynx du Canada et du lièvre d'Amérique, avec des fluctuations bien régulières et un petit peu décalées dans le temps. En réalité, en fait, même très souvent, ce modèle ne reflète pas bien ce que l'on voit en réalité, tout simplement parce que certaines de ces hypothèses simplificatrices ne sont parfois pas vérifiées. On verra ça en TP sur des exemples d'autres systèmes proies-prédateurs. Alors qu'est-ce qui peut ne pas bien marcher en fait dans ce qui est ici? Alors ce qui peut pas bien marcher, c'est quand l'effectif des proies peut effectivement monter fortement. Là, il faudrait mettre par exemple une équation de modèle logistique plutôt qu'une équation de croissance exponentielle. On en a parlé tout à l'heure. Ce serait plus proche de la réalité. Dans d'autres cas, la mortalité qui est due aux prédateurs, que l'on voit ici, c'est la loi d'action de masse, des fois ça marche pas parce que des fois les prédateurs par exemple ils peuvent chasser en groupe et dans ce cas quand P augmente les prédateurs peuvent se mettre en groupe et dans ce cas la prédation est bien plus grande que quand P est petit. Donc là aussi ça n'a pas été pris en compte pour la résolution mathématique simplifiée de ce modèle. Des fois le prédateur qui est ici a d'autres proies que la proie considérée et dans ce cas il faudrait rajouter un paramètre qui dépend de l'autre proie parce que là on a l'impression que si cette proie elle disparaît la croissance est négative. Mais s'il y a une autre proie, la croissance peut être positive en fait. Donc il y a un terme qu'on pourrait ici rajouter. La natalité du prédateur, elle est ici, si on considère qu'il n'y a qu'une proie. Et on considère ici que plus il y a des proies, plus P augmente d'une façon linéaire. Mais en fait, non, l'appétit n'est pas illimité chez les prédateurs. Donc si je mets une infinité de proies, les prédateurs ne vont pas avoir une croissance infinie parce qu'ils ne vont pas manger toutes les proies. Bon bref, tout ça pour dire, mais c'est habituel, mais ce n'est pas gênant, c'est que quand on fait des modèles comme ça, ils sont là pour être résolus mathématiquement, pour comprendre ce qu'on met à l'intérieur, et ensuite on peut rajouter des choses selon les proies en question, selon les prédateurs en question, pour complexifier, l'idéal étant à la fin de se rapprocher le plus possible de la population qu'on est en train d'étudier. Dans ce grand 2, nous avons donc montré que l'on peut modéliser l'effectif n d'une population mathématiquement. On a montré qu'on pouvait utiliser plusieurs types de modèles, chaque modèle ayant des hypothèses. Par exemple, dans le modèle exponentiel, on considère que les ressources sont illimitées. Dans le modèle logistique, on considère qu'il y a le phénomène de densité-dépendance. Et dans le modèle de Lotka et Volterra, on prend en compte la présence d'interactions entre les proies et les prédateurs. D'ailleurs, au passage, ce modèle, on peut aussi l'utiliser pour des interactions hôtes et pathogènes. Dans le grand 3, nous allons maintenant voir une dernière chose, plus écologique. Ce grand 3 s'intitule « Les populations peuvent présenter différentes stratégies d'allocation, les stratégies R et grand K, qui sont corrélées à l'environnement dans lequel elles vivent. » Avant de commencer, nous avons besoin ici d'un prérequis qui concerne la notion de compromis, ou de trade-off en anglais. Alors quel est ce prérequis? Ce prérequis, c'est de savoir que la sélection naturelle, elle favorise les organismes qui ont une valeur sélective ou une fitness élevée. À savoir, la sélection naturelle va favoriser chez les organismes les caractéristiques qui vont améliorer les chances de survie jusqu'à l'âge adulte et le succès reproducteur, qui sont les deux paramètres qui sont inclus dans la notion de fitness quand vous faites des cours sur l'évolution. Ces caractéristiques, c'est ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie. Qu'est-ce qu'un organisme idéal d'un point de vue sélection naturelle? C'est un organisme qui va vivre longtemps, qui ne va pas mourir facilement et qui aura un gros succès reproducteur. Alors dans la nature, il faut savoir que ceci n'existe pas parce que les ressources ne sont pas illimitées. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux en fait à la fois. Il y a ce qu'on appelle un compromis. Effectivement, c'est ce qui est représenté ici. Un organisme qui reçoit des ressources va pouvoir allouer ses ressources à certaines choses qui vont lui permettre justement d'avoir une survie élevée jusqu'à l'âge reproducteur, et va pouvoir aussi allouer ses ressources à tout ce qui concerne la reproduction. Comme les ressources ne sont pas illimitées, il ne peut pas faire tout à la fois. Certains êtres vivants vont donc plutôt favoriser un investissement dans la reproduction, alors que d'autres vont plutôt favoriser un investissement dans la survie. Ces deux paramètres sont corrélés négativement puisqu'ils ne peuvent pas être tous les deux optimisés. C'est ça la notion de compromis en fait. On le voit très bien sur ce graphique-là avec plusieurs espèces d'oiseaux où on voit que les oiseaux qui ont un nombre de descendants élevé en fait ont une mortalité qui est plus élevée. Autrement dit, quand ils ont un grand succès reproducteur, leur survie diminue. Et ceux qui ont une grande survie ont au contraire un faible succès reproducteur. C'est la corrélation négative entre les deux paramètres ici en bleu qui sont inclus dans ce qu'on appelle la valeur sélective ou fitness. Différentes stratégies d'allocation des ressources ont ainsi été sélectionnées. On distingue ainsi des êtres vivants qui font un grand investissement dans la reproduction mais qui ont une très faible survie. Par exemple, les tortues, les coccinelles, où il y a beaucoup d'œufs qui sont pondus, par contre il y en a très peu qui arrivent à l'âge adulte.
Et à l'envers, par exemple, le cerf, qui lui va faire une naissance par an uniquement, donc faible taux de reproduction. Par contre, il va s'occuper du petit et le taux de survie jusqu'à l'âge adulte sera assez proche de 100%. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que cette notion de compromis, succès reproducteur par rapport à chance de survie, se retrouve aussi pour de nombreux traits de vie liés à la survie et à la reproduction. Alors nous on avait vu ça, mais on voit par exemple dans ce deuxième exemple, chez le faucon, on voit ainsi que ceux qui s'occupent le plus de leurs petits, qui ont des couvées les plus nombreuses, mâles ou femelles, eh ben, finalement ont une survie qui est assez faible par rapport aux ceux qui s'occupent moins de leurs petits et qui ont une survie plus élevée. C'est encore une corrélation négative entre la survie des parents et l'investissement des parents pour finalement la lignée reproductrice. Et ici, eh ben, on a aussi une corrélation négative. Alors là, qu'est-ce qui est observé chez les oiseaux? On voit que plus un oiseau donc a de petits, c'est la taille de la couvée ici, plus les petits vont être faibles, vont être moins bien nourris, il n'y a pas assez d'investissement par petit quand ils sont nombreux, hein, et que du coup, ben, ils vont avoir une mortalité infantile plus élevée que s'il y avait une taille de couvée avec seulement 2 ou 4 petits oiseaux par exemple. Finalement, on peut classer les espèces en deux extrêmes selon comment elles vont allouer leurs ressources, plutôt dans la reproduction ou plutôt dans la survie. Ces deux types d'extrêmes sont appelés stratégie R et stratégie K. Alors commençons par le premier type, les espèces qu'on va dire à stratégie R. Alors ces espèces, ce qu'on constate, c'est qu'elles vivent plutôt dans un milieu instable. Imaginons par exemple le bord de la Loire avec beaucoup d'inondations, ou imaginons par exemple un endroit où il y a beaucoup de feux de forêt. Et donc ces espèces, qui sont plutôt des espèces colonisatrices, on constate qu'elles ont une reproduction qui est privilégiée par rapport à la survie des adultes et des enfants. Ça veut dire que la sélection, elle a sélectionné, l'évolution a sélectionné donc une allocation prioritaire à la reproduction. On constate que les individus sont petits, une maturité sexuelle plutôt précoce, beaucoup de descendants produits, très peu de soins parentaux, mortalité plutôt précoce, bref, il y a beaucoup de jeunes et peu d'adultes. Et ce qu'on constate aussi, quand on observe les effectifs, je vais voir ça tout de suite, c'est que les effectifs de ces, par exemple, êtres vivants qui vivent dans un endroit où il y a beaucoup d'incendies, eh ben, ils ont plutôt une croissance exponentielle, avec chaque fois incendie, incendie, incendie dans mon exemple, donc plutôt des oscillations comme ceci. Ça veut dire que la dynamique de leur population, elle est très bien décrite par la loi exponentielle. On est loin de K, hein, et donc très bien décrite par le R0 de la loi exponentielle. Ça, c'est le cas où l'environnement il est plutôt instable, plutôt perturbé. Par exemple, beaucoup d'inondations, par exemple, beaucoup de feux dans l'environnement, hein, et les espèces ont une forte aptitude colonisatrice. Au contraire, dans le cas où le milieu est plutôt stable, par exemple une forêt mature, où il n'y a pas d'incendie ou pas d'épisode de tempête, eh ben on constate que les populations sont plutôt proches de grands cas. Les espèces sont stabilisées, elles sont en compétition entre elles, et là la survie, on constate, elle est privilégiée par rapport à la reproduction. Ça veut dire que l'allocation prioritaire se fait à la survie. C'est elle qui a été sélectionnée par le milieu qui est ici stable. Les individus sont grands, à maturité sexuelle plutôt tardive, il y a peu de descendants qui sont produits, par contre la mortalité est faible. La mortalité est notamment infantile parce qu'il y a des soins parentaux. Il y a beaucoup d'adultes et peu de jeunes. On peut aussi prendre comme exemple, si on veut, plus parlant pour nous, le cas d'une population européenne comme la population française. On constate que les individus font finalement peu de petits mais s'en occupent bien par rapport à d'autres pays ou certains pays sous-développés. Et on est plutôt donc proche d'un dynamisme de population qui est proche de cas. Alors effectivement, nous on est là, hein. La population française, elle est plutôt ici, quoi. Avec éventuellement des épisodes de catastrophe comme l'arrivée du Covid ou d'une grosse canicule qui peut faire un petit peu baisser, mais on est plutôt dans cet endroit-là, un environnement stable et plutôt prévisible. Donc ça, c'est ce qu'on constate, nous. Dans ce cas, la dynamique de la population est donc bien décrite par la loi logistique, notamment par le cas. Ça veut dire que ces espèces, on va les appeler les espèces grand K par rapport aux espèces d'avant qui étaient les espèces petites r. R et K étant en lien avec croissance exponentielle, croissance logistique. C'est pour ça qu'on en parle dans ce cours. En bilan, on peut donc faire un résumé de ce grand 3. On distingue donc deux stratégies extrêmes, les stratégies R et les stratégies K. Dans la stratégie R, ce qui est favorisé, c'est la reproduction. L'âge de la maturité sexuelle est précoce, le nombre de petits est élevé. Par contre, la survie, elle n'est pas favorisée. La durée de vie est courte, la taille des individus sont petits, il y a beaucoup de jeunes, très peu d'adultes puisqu'ils meurent, la mortalité est forte, et donc les jeunes, finalement, on s'en occupe assez peu. Exemple de la tortue ou de la coccinelle. Dans le cas des stratégies K, c'est l'inverse, c'est la survie qui est favorisée,
Prenons par exemple l'homme européen, hein, où les soins apportés aux petits sont grands, la mortalité elle est plutôt faible, la structure des âges, ben, il y a beaucoup d'adultes et peu de jeunes, la taille des individus est grande, la durée de vie est élevée. Par contre, la reproduction, effectivement, elle est plutôt tardive, et puis le nombre de petits est faible. Ce qui est intéressant, c'est que ceci est corrélé, en fait, c'est corrélé à un environnement. Effectivement, les stratégies R, c'est plutôt, on le constate, dans des environnements qui sont instables et perturbés. La stratégie K, c'est plutôt dans des environnements qui sont plutôt stables et prévisibles. Dans ce dernier cas, la densité de la population, ben, elle est proche, elle ne fluctue pas trop, elle est proche de grand K. Ici, la population fluctue beaucoup et on est éloigné de sa capacité limite. Petite remarque, cette classification elle est très pratique bien sûr parce qu'on voit nos deux cas extrêmes, mais en réalité il y a plein de cas entre ces deux extrêmes. Par exemple dans une forêt, on a parlé tout à l'heure d'une forêt où la stratégie est K, par exemple une forêt de chênes, effectivement il y a une grande survie, mais par contre les chênes ils font aussi beaucoup de glands, hein. Donc là effectivement notre tableau de tout à l'heure, il y a certaines lignes qui ne collent pas trop, quoi. Et une deuxième remarque intéressante, et ça on le voit dans des exercices, c'est que pour une même espèce, la stratégie elle peut évoluer au cours du temps selon les modifications de l'environnement. Par exemple, si je prends ici un sentier où les gens passent, donc où il y a donc beaucoup de perturbations selon s'il y a des gens qui passent ou pas, par rapport à ici, et que je regarde des pissenlits qui sont là et des pissenlits qui sont ici, je me rends compte qu'ils n'ont pas les mêmes stratégies. Et pourtant, c'est bien la même espèce. Ici, ce sont des pissenlits qui fleurissent peu par an, c'est marqué, qui sont plutôt grands, c'est plutôt une stratégie K, alors que ici, les pissenlits, on constate qu'ils fleurissent bien plus fréquemment et qu'ils sont plutôt petits. C'est plutôt une stratégie R, en lien encore une fois corrélée au milieu de vie. En conclusion, on peut faire le bilan de tout ce qu'on a vu. Dans le grand 1, on a cherché tous les facteurs qui agissent sur l'effectif d'une population, qui sont marqués ici. Une fois qu'on les a eus, on a pu les inclure dans des modèles et faire des modélisations mathématiques. On a obtenu le modèle exponentiel où là, les ressources sont considérées comme illimitées et on ignore les éventuelles espèces négatives. On a fait le modèle logistique, c'est le même, mais là on prend en compte le fait que les ressources ne sont pas illimitées et qu'une population ne peut pas dépasser un certain seuil étant K la capacité limite du milieu, et le modèle de Lotka et Volterra, où là on a pris en compte donc l'influence d'une autre espèce, dans le modèle proie-prédateur, avec des fluctuations cycliques qui sont décalées. Dans le grand 3, on a parlé des stratégies démographiques des populations, à savoir que la sélection naturelle, elle sélectionne donc un compromis dans l'allocation des ressources. Alors l'allocation, ça sera plutôt donc alloué à la reproduction, c'est le cas des espèces à stratégie R, ou bien dans ce cas les ressources seront plutôt allouées à la survie, ce sera des espèces qu'on dit à stratégie K, ceci étant corrélé au milieu de vie en question. On a fait dans le cours une petite ouverture sur la population humaine, c'est toujours intéressant. La population humaine dans son ensemble, quand on suit sa croissance, elle est exponentielle, sachant qu'en ce moment elle est en train de ralentir un petit peu. Et selon les pays, eh ben, on voit des choses différentes. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a une grande disparité selon les pays, et ça se matérialise par les pyramides des âges. Dans certains pays comme l'Italie ou le Japon, on constate qu'il y a très peu de petits. La population, elle est assez stable, elle peut même décliner dans ce cas. Là, c'est plutôt une stratégie K. Et dans certains pays comme l'Afghanistan, il y a énormément d'enfants par femme, donc grande natalité. Par contre, il y a aussi une grande mortalité, hein. On le voit ici, hein. Là, les individus, ils arrivent à plus de 80 ans, là, ils ne peuvent pas, quoi. Donc là, c'est plutôt une stratégie R dans ce cas-là, donc pour la même espèce qui est ici la population humaine.